actuellement, c'est vraiment toujours, à chaque fois qu'on va chercher des capitaux, personne de l'équipe vend des actions pour avoir de l'argent. Tout est toujours réinjecté dans l'entreprise à 100%. Naturellement, quand j'étais avec mes associés, on se versait des dividendes, on faisait plus d'argent en ce moment. Là, on a capé nos salaires. On a vraiment fait tout pour que l'argent reste dans l'entreprise pour justement que ce soit plus attrayant pour les investisseurs externes. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit un gars d'expérience, 15 ans d'expérience dans le milieu de la sécurité financière, mais aussi d'expérience de micro, parce qu'il a lui-même un podcast. Puis, écoute, on a de grandes attentes, Louis-Xavier Savard. Merci d'être là. Je fais juste une brève présentation. Ton titre, t'es président et conseiller en sécurité financière pour le groupe financier Signature. Comment vas-tu? Je vais super bien. Et vous, comment vous allez? Super bien, comme toujours. Quand on reçoit des invités, justement comme toi, qui ont un background d'expérience, mais aussi qui osent faire les choses différemment, c'est tout le temps le fun. C'est excitant un peu ces épisodes-là parce que je vais en apprendre autant que n'importe quelle autre rencontre avec quelqu'un qui est ultra innovant, ainsi de suite. Tu as une approche qui se démarque, puis ça, c'est le fun. Surtout dans un domaine qui est résistant au changement. D'avoir des gens qui n'ont pas peur de se démarquer, ça, c'est toujours vraiment, vraiment plaisant. Ouais, surtout que c'est rare dans notre domaine d'avoir des gens qui osent innover. Vous l'avez fait, vous, puis c'est vraiment aussi... félicitations, c'est vraiment un bel avancement. Puis je pense que vous avez fait un peu l'impossible que les gens se disaient que c'était pas possible de faire. Mais moi, ça a été ma motivation, justement, de faire qu'est-ce que les gens pensent que c'est impossible. Donc, je pense qu'il n'y a jamais de limite qui peut nous arrêter aujourd'hui. Il y a tellement d'anecdotes là, sur qu'est-ce que tu viens de dire. Là, mais dans chaque projet entrepreneurial, il faut que tu sois naïf. Ça, la naïveté, on en avait plus qu'à notre tour au départ. Mais on croyait au projet. Fait que même tout le monde qui sont les détracteurs qui disent non, c'est impossible. Des commentaires comme engagez-vous une adjointe comme tout le monde, je l'ai tellement entendu souvent. Mais ça fait qu'au final, si tu te nourris de ça pour te donner de l'énergie pour continuer, ben, t'auras jamais de limite. Ouais, effectivement. Moi, de mon côté, une personne qui me dit que mon modèle fonctionne pas, etc., ça fait juste des fois encore plus renforcer ma mission, puis vouloir encore plus dépasser les limites. Donc, au contraire, moi, ça me motive. Ça m'est arrivé dernièrement, puis de mon côté, ça m'a juste encore plus motivé à démontrer que je vais y arriver. Que c'était possible. Ah ouais, c'est parfait, dans ma vie, j'ai toujours... si je décide de faire quelque chose, je l'atteins. That's it. On marchait tantôt en direction des studios, puis j'ai demandé à Félix, mais qu'est-ce que t'as le goût de savoir aujourd'hui, notre invité? Puis il dit, tu sais, je suis quand même curieux de savoir d'où c'est parti, c'est quoi son parcours. Puis on va toujours là, d'emblée, pour un peu, tu sais, mettre la table, puis expliquer ce qui a mené à ces idées innovantes-là. Donc, t'as commencé où? J'ai commencé à l'âge de 18 ans auprès de l'Industrielle Alliance. Mon meilleur ami, Carl Desgroseilliers, aujourd'hui, qui est un de mes associés de ma compagnie, en fait, son grand frère, Éric, était directeur des ventes à l'Industrielle Alliance. Donc, de mon côté, ben, j'avais pas vraiment de direction dans la vie. J'avais fait un cours pour devenir électricien. Finalement, ça n'a pas été ma passion. Donc, finalement, j'ai été recruté par l'Industrielle Alliance. J'avais pas vraiment fait non plus de parcours académique. Dans ce temps-là, ça prenait une reconnaissance d'acquis ou un niveau qui était collégial. Puis finalement, j'ai fait une reconnaissance d'acquis qui m'a permis d'avoir les études nécessaires pour pouvoir passer mon permis à 18 ans. Donc, tout a commencé avec l'Industrielle Alliance. Puis après ça, environ 2 ans plus tard, j'ai décidé de lancer mon propre cabinet. Quand même à 20 ans? Oui, à 20 ans. De mon côté, je voyais déjà, même dans ces années-là, Internet commençait à apparaître. Puis je commençais déjà à voir des fois un courtier qui proposait, dans certaines situations, une assurance qui peut être moins dispendieuse ou avoir des avantages différents. Donc, de mon côté, je me suis dit, si je veux offrir le mieux pour mes clients, ben, je veux avoir la possibilité d'offrir vraiment tous les produits qui existent. C'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart des réseaux captifs permettent d'offrir l'ensemble des assureurs. Mais le seul point, c'est que naturellement, ils vont plus pousser sans doute le produit maison, c'est normal. Mais au final, je pense que le niveau de formation qu'on peut avoir en étant courtier, on finit par avoir les infos vraiment de tous les assureurs possibles. Puis ça fitait plus. Puis surtout, j'avais le côté entrepreneur. Depuis que j'étais jeune, je pense que j'ai eu les business dans tous les types d'entreprises qui existent. J'avais fait des inventions, puis après ça, j'ai vu que certaines des inventions que j'ai pas menées à bout ont fini par exister. Fait que tout ça pour dire que je l'avais en moi, puis je pouvais pas travailler pour une entreprise que c'était pas la mienne à 100%.
Donc, j'ai lancé le cabinet en 2012. Puis là, à ce moment-là, Eric, qui était mon directeur, lui a quitté plus dans le domaine bancaire. Carl, mon associé, a fini par aller plus chez Desjardins au niveau des entrepreneurs en assurance de personnes. Donc, les deux ont fondé leur famille, sont partis dans des postes qui étaient plus comme employés. Moi, je suis parti à mon compte. À ce moment-là, je n'avais pas encore de famille. Donc, j'ai parti ma business, puis... T'avais encore rien à perdre, en fait. Exactement. J'avais tout à gagner, donc j'ai fait le move. J'habitais à Valleyfield, j'ai déménagé à Longueuil, juste pour être plus proche de tous les clients potentiels. Puis là, j'ai fait le hustle pendant toutes ces années-là. Vraiment, ça a été une super belle école. Ça m'a permis de me rendre où je suis aujourd'hui. Mais j'ai commencé à 18 ans, qu'est-ce qui est assez rare dans notre domaine. Sachant les statistiques, qu'une personne sur 10 franchit la première année, ben après 15 ans plus tard, je suis encore là, puis ça va super bien. C'est ça, la première année est difficile. Après ça, il y a souvent le mur du 3 ans, 5 ans, parce que ton réseau naturel, tes clients, tes bonnes habitudes de travail, si tu les as pas mis en place dès le départ, ça peut être difficile dans ces années-là. Mais je serais curieux, c'est quelle année, là? Si tu avais 20 ans, mais c'est-tu à 25 ans que tu as senti qu'il y a eu un déclic, là? Je pense que je l'ai toujours eu. Quand j'ai commencé à l'Industrielle Alliance, naturellement, à 18 ans, tous les gens pensent qu'on n'aura pas un succès absolu. C'est normal. C'est plus difficile de se faire prendre au sérieux. Oui, exactement. Une chance, j'étais grand, fait que peut-être que ça, avec un peu de barbe, fait que peut-être ça m'a aidé. C'est ça, exact. J'avais quand même un peu de charisme à cet âge-là, mais naturellement, aucune expérience financière. Puis, quelques mois plus tard, je suis devenu le premier de l'agence quand même, malgré le fait que j'avais 18-19 ans rendu à ce moment-là que j'ai atteint ces scores-là. Donc, dans ma vie, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de moment que j'ai pas toujours été dans les plus performants. Ouais. Es-tu un gars qui prend beaucoup de conseils de l'extérieur? Comment tu fais pour, tu sais, par exemple, à 18 ans, la performance, est-ce que c'était « Ah, j'ai lu là-dessus, j'ai entendu quelque chose, j'ai utilisé une technique qui m'a été apprise » ou tu as juste essayé des choses puis ça a fonctionné? Je pense que c'est la volonté, puis je pense que je l'ai en dedans de moi. Fait que c'est inné. Ouais, inné. C'est un peu particulier. Comme à l'école, disons que les pronostics, je sais pas, quelqu'un qui écoutait, je faisais pas de devoirs, mais je réussissais toujours à avoir des bonnes notes quand même. Puis c'est un peu pour ça, je pense que j'ai pas trop fait le parcours académique. Vraiment, peut-être ça m'ennuyait un petit peu. Donc, moi, de mon côté, si c'est pas straight to the point, puis qu'on n'avance pas d'une façon rapide, je m'ennuie. Donc, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis, puis de nouvelles ambitions. C'est un peu ça qui me drive encore aujourd'hui. Puis que j'ai fini par faire certains changements. Sinon, j'aurais trouvé trop plate ma vie de tous les jours. J'ai besoin de challenge, généralement. Ça vous rejoint, ça? Ouais, c'est sûr. Là, je veux dire, faire les choses différemment, faut être dans ces sujets-là pour comprendre le regard que les autres vont porter sur toi. Mais dans ça, tu as deux options. Soit tu te conformes ou qui décides de continuer de faire à ta tête. Après ça, il y a une certaine limite à ne pas franchir. Parce que des fois, faire à ta tête, c'est faire des erreurs. Fait que là, est-ce que tu as l'intelligence d'apprendre de ces erreurs-là? Parce que, pas seulement toi, comme moi, comme n'importe qui est une personne qui ose faire les choses différemment, il y a des apprentissages dans ce parcours-là. Puis faire la même erreur 2 fois, ça peut devenir coûteux à long terme. Ouais, mais d'être capable d'apprendre de tes mauvais coups, ça, c'est bon. Mais aussi d'apprendre de tes bons coups. Ça, souvent, c'est le volet, je trouve, que les gens négligent. Quand tu as un très grand succès, au lieu de te péter les bretelles, de dire « Hey, moi, je suis un king, là, j'ai réussi, là. Enfin, je suis rendu à cette étape-là. » Qu'est-ce que j'ai fait dans cette aventure-là, cette étape-là, ce projet-là, qui m'a amené à réussir, de gagner ce gros client-là, d'atteindre ce mandat-là, d'avoir cette grande rencontre qui a tout changé, de signer cette grosse vente-là. Comment répliquer ça? Puis quand tu apprends de tes succès, ça t'emmène souvent bien plus loin que d'apprendre de tes erreurs. Ouais, c'est une bonne constatation. C'est rare qu'on en parle, c'est vrai. C'est comme on parle toujours d'apprendre de ses erreurs, mais d'apprendre de ses succès, c'est un point qui est à pas négliger. Puis surtout, peut-être d'essayer d'avoir... Au point que je suis rendu, ben je veux plus faire d'erreurs. Donc, naturellement, j'ai des gens qui ont autour de moi, on pourrait dire que de plus en plus, qui deviennent des mentors. J'ai toujours fait un peu à ma tête. Mais plus que le temps avance, ben, je m'entoure des gens le plus stratégique possible pour éviter justement de faire des erreurs peut-être qu'eux ont faites auparavant. Donc, d'apprendre des erreurs des autres, ça c'est un autre skills à développer. C'est pas tout le monde qui l'ont parce que souvent on a le réflexe de dire non, mais moi ça va être différent. Là. Toi puis moi on n'est pas pareil. Je comprends, je t'entends, mais moi ça se passera pas comme ça. Ben, chances are qu'ils ont marché un peu dans tes souliers à un certain moment, puis ça se peut qu'ils répètent les mêmes erreurs. Fait que t'as-tu aussi l'humilité
de reconnaître le conseil qu'ils te donnent en ce moment, t'en prends puis t'en laisses. Mais à la fin, si t'es capable d'apprendre de leurs erreurs à eux, tu viens de te sauver des années puis ben des problèmes. Ouais, effectivement, puis de les écouter. Des fois, plus qu'on est jeune, des fois, on pense avoir la réponse à tout, puis des fois, on prend pas le temps d'écouter les gens, mais finalement, on n'a pas deux oreilles pour rien. Ouais. La plupart du temps, c'est plus d'écouter que parler, mais ça, malheureusement, la plupart des gens, des fois, surtout quand on est jeune, on pense tout savoir, on pense tout avoir vécu, mais finalement, on n'a pas eu encore cette sagesse-là, donc... Mais en même temps, c'est la beauté de la jeunesse. T'as rien à perdre, tu fonces dans le tas, il arrivera ce qui arrivera. Ouais. Puis après ça, t'es capable de constater que t'as fait un certain bout de chemin. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que plus la business devient grande, qu'il y a plus d'employés, que le niveau de complexité change, tu délègues des investisseurs, tu as un conseil d'administration. Là, à un moment donné, tu peux plus te permettre de juste être naïf puis de foncer dans le tas. Il faut que tu ailles faire tes devoirs, il faut que tu ailles parler à des gens, il faut que tu t'entoures de mentors comme tu parlais. Puis, tu n'es pas obligé de le faire au moment que ta business devient complexe. Tu peux le faire tôt, si ça te tente de le faire. Il n'y a pas de bon moment autre que maintenant. Organise-toi, entoure-toi, puis les choses vont mieux aller, c'est certain. 100% d'accord. J'aimerais savoir, le Groupe Financier Signature, c'est l'entreprise dont on parle que tu as fondée lorsque tu avais 20 ans. Ça a été quoi? Parce que ça fait des années. Donc, il y a eu certainement des moments où tu as pris des risques dans l'avancement de cette business-là. Ça a été quoi, selon toi, un des grands risques que tu as pris? Ben, je pense que le plus grand risque, ça a été vraiment en 2020, fin 2022. On a décidé de changer complètement de modèle d'affaires. Donc, on a été dans l'année 2020-2021, malgré le COVID puis tout ce qui s'est passé, ça a été une année incroyable pour les cabinets de services financiers. Donc, je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'on s'attendait pas mal tout le monde à continuer dans ces genres de volumes-là, année après année. Mais c'est sûr que depuis 2022, 2023, on commence à voir que le marché a moins de liquidité, les gens font moins d'investissements qu'en temps normal, le coût de publicité augmente. Donc, on a dû de notre côté... encore là, c'était pas une obligation, parce qu'on aurait pu juste vivre de nos renouvellements puis prendre ça tranquille. Mais on a décidé de faire un virage vraiment que tous les cadres de l'entreprise arrêtent de faire de la vente, puis qu'on se concentre juste vraiment à scaler la business et puis augmenter considérablement le nombre de courtiers. On a changé de modèle d'affaires dans cette année-là. Donc, pour nous, ça a été un risque, peut-être pas, à cause qu'on était déjà rendu à un point qu'on était quand même beaucoup avancé. Donc, c'était quand même un risque calculé. Mais le fait juste que moi, je faisais extrêmement beaucoup de production, de dire je vais plus sur les lignes en arrière, puis je vais plus me concentrer dans mon nouveau modèle d'affaires, bien ça a été peut-être le moment le plus particulier dans toute ma vie. Puis je l'ai vraiment fait un peu aussi par ennui. Si je serais quelqu'un qui n'a pas trop d'objectifs dans la vie, je pourrais juste vivre de mes revenus récurrents puis prendre ça relax comme je le voudrais. Mais j'ai eu besoin dans ma vie de me créer un défi additionnel pour me garder heureux et motivé. Tu étais rendu là. Puis tu te sens comment, mettons, dans cette transition-là, au moment que tu le fais? C'est un peu comme un lion d'une cage. Tu es habitué de performer, d'aller closer des dossiers. Puis là, il faut comme tu aies la discipline d'arrêter. Il y a quand même sûrement eu une transition qui, au début, qui était un peu spéciale à vivre. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, je fais quand même des transactions, mais différentes. Ouais. Donc, de mon côté, j'ai quand même ce sentiment-là, mais au lieu de closer, maintenant, je fais des achats de business ou clientèle. Fait que c'est un peu, des fois, le jeu de mots est assez particulier. C'est plus de closer, c'est d'acheter. Donc, c'est rare que tu achètes, que ça soit quelque chose que ça soit une récompense. Mais au final, maintenant, notre modèle a complètement changé. Puis, sérieusement, je ne reviendrai pas du tout en arrière. J'ai trouvé une formule, d'après moi, qui va bien cadrer dans le marché actuel, avec tous les changements réglementaires. C'est de plus en plus difficile pour les jeunes de se lancer dans l'industrie. Mais nous, on a dit, on va faire un modèle qui est différent, qui va nous permettre de scaler beaucoup. Puis, je te dirais que, d'après moi, bientôt, la plupart des gens vont connaître Groupe Financier Signature, si ce n'est pas déjà le cas encore. Concrètement, c'est quoi le modèle d'affaires? Oui, dans le fond, Groupe Financier Signature, aujourd'hui, on se retrouve avec multiples courtiers hypothécaires, des courtiers en assurance collective, des conseillers en sécurité financière, qui font soit que de l'assurance ou que du placement. Même si on a des gens qui ont multiples permis, des fois on en a qui ont 3-4 permis, on demande d'avoir une spécialité. Puis notre but, c'est toujours d'ajouter le plus de services possible et de professionnels différents dans l'entreprise. Puis on est vraiment dans un modèle d'échange de références. Donc, si on a une personne qui... puis surtout aussi, le point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on achète massivement des clientèles.
Actuellement, notre nombre de clientèle qu'on achète, c'est environ 1 par semaine. Donc, dans l'industrie, en tout cas, à date, j'ai pas rencontré de gens qui étaient en mesure d'acheter une clientèle par semaine. Donc, nous, on achète des clientèles, puis on travaille les clients existants dans une approche qui est multidisciplinaire. Puis avez-vous un type de clientèle que vous ciblez en particulier? Oui, principalement, la plupart de nos clientèles sont en assurance de personnes, fonds distincts. Ça peut arriver fonds communs, assurance collective. On achète, mais c'est un petit peu moins notre focus principal. Mais fait qu'au niveau du bassin de clients, c'est quand même une clientèle, on va dire monsieur, madame, tout le monde. Puis là-dedans, il va y avoir de toutes sortes. Là. Il va y avoir des médecins, des avocats, des ingénieurs, comme quelqu'un qui va être col bleu, puis qui gagne bien sa vie, qui a un petit fonds de pension, qui a un peu d'économie, qui sait acheter ses produits d'assurance, puis qui va être quand même un mix dans ces clientèles-là. Vous ne ciblez pas nécessairement spécifiquement une clientèle d'entrepreneurs. Là, pour qu'un book se qualifie pour un achat pour vous, il n'y a pas de spécificité dans la composition de cette clientèle-là. Là. Non, en fait, je te dirais qu'on achète tous les types de clientèle. On n'a pas de... Nous, notre rôle, c'est vraiment qu'on achète des clientèles. On aide les gens qui sont peut-être rendus à un âge, qui n'ont pas fait la conversion vers le numérique. Ouais. Donc, nous, on leur propose vraiment une formule qui peuvent rester dans l'industrie, continuer à être rémunérés, mais plus faire de transactions, vraiment plus agir comme des ambassadeurs. Donc, on les conserve avec nous dans l'entreprise, puis on les fait vraiment travailler par des jeunes conseillers. Fait que notre flow, c'est environ une nouvelle clientèle par semaine qui est achetée, puis un nouveau représentant qui joint l'entreprise. Ce représentant-là, c'est un jeune représentant, c'est un représentant plus vieux qui vient avec la clientèle, en fait, ou... Ça dépend toujours. Okay. Je te dirais que les clientèles qu'on achète et puis que le représentant décide de joindre, je le calcule pas dans mon calcul. Ouais. Moi, c'est environ un représentant nouveau qui joint l'entreprise, qui est encore dans une étape qui est en croissance, puis qui veut de la clientèle. Donc, d'ordre général, dans notre modèle, on va plus vraiment avoir des conseillers qui se joignent à nous pour vraiment avoir un bassin de clients puis des rendez-vous qui sont cédulés dans leur agenda, puis d'avoir vraiment une méthode de travail, d'avoir un sentiment d'appartenance, étant donné que dans notre modèle à nous, bien, la plupart des conseillers sont aussi actionnaires de l'entreprise. Donc, les conseillers ne sont plus actionnaires de leur propre clientèle à eux, mais on y va plus dans un travail d'équipe, vraiment pour faire croître l'entreprise. Comme une espèce de passation des connaissances entre le courtier qui vend et l'autre qui... Ben, c'est plus on est plus comme une coopérative ou une entreprise vraiment que le but premier, c'est que tout le monde puisse avoir la chance de pouvoir faire croître l'entreprise, de faire croître la valeur. Donc, de notre côté, que ce soit un employé en conformité, que ce soit en administration, secrétaire ou un représentant de l'équipe, a la possibilité d'acheter des actions de l'entreprise. Ouais. OK. Donc, de notre côté, on croit beaucoup que si on veut que les gens aient à cœur l'évolution de l'entreprise, bien, l'actionnariat, c'est un point qui est important pour nous, puis qui est incrusté dans nos valeurs d'entreprise. Donc, au final, quand on fait des meetings de direction, on en fait un à chaque 2 semaines, on laisse la chance à notre équipe de pouvoir, en quelque sorte, partager leur opinion, partager leurs recommandations pour avoir un impact direct. Donc, quand on est une plus petite entreprise, ben, les représentants ou employés peuvent avoir de l'impact dans l'entreprise. Oui, absolument. Puis ça d'où l'importance de joindre tôt dans l'invention d'une entreprise comme ça. C'est le cas, c'est le cas chez Emma aussi. Exact. Il y a cette portion-là de tout le monde est actionnaire. Est actionnaire. Mais tu sais, ça je suis vraiment hâte qu'on en parle là, sur la stratégie d'actionnariat. Là. J'en ai plein de choses à dire là-dessus, mais dans ton modèle d'affaires, moi, ce que je me rends compte, c'est que tu as un défi qui ressemble à celui d'un marketplace. Fait que n'importe quel business qui se lance sur un marketplace, il faut avoir un alignement entre l'offre et la demande. Dans toute l'histoire de l'entreprise, il n'y a pas de moment où tu peux avoir un déséquilibre là-dedans. Mm-hmm. Fait que toi, à chaque fois que tu recrutes un conseiller, il faut qu'il trouve des clients pour les alimenter, pour que ton modèle perdure puis se passe bien. Comment tu fais pour trouver constamment des clientèles? Là, j'ai plein d'idées en tête, mais j'ai hâte de t'entendre. Puis trouver des jeunes conseillers qui ont envie de joindre ce modèle-là. Comment tu fais pour maintenir ton offre et ta demande alignés constamment chaque semaine? Tu as sûrement des pipelines pour t'alimenter. Ben, je te dirais que, premièrement, c'est moi qui s'occupe de recruter les conseillers puis acheter les clientèles. Donc, quand moi, je suis mis dans une position, ben, je suis en mesure de livrer la marchandise. C'est sûr que de faire un travail de chasseur de tête, je pense que plus le temps va avancer, ce sera peut-être pas toujours mon rôle, mais en ce moment, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Surtout, ça m'a mis dans une zone vraiment... J'ai sorti de ma zone de confort pour complètement changer mon genre de travail que je pouvais faire dans une journée. Donc, j'ai sorti de ma zone de confort pour faire quelque chose que
j'ai jamais fait de ma vie, mais finalement, ça a donné que je suis excellent pour parler à des êtres humains puis trouver une façon que le vendeur de la clientèle se sente bien à nous faire confiance. Donc, de mon côté, c'est une force que j'ai naturellement. Puis ça fait que d'acheter des clientèles, je pense que c'est le dernier de mes soucis. Puis après ça, de trouver des représentants. Mais en date, on dirait que la vie fait que les représentants viennent vers nous. Donc, l'attraction se fait plus qu'on avance. Un intérêt naturel pour le modèle. Oui. C'est sûr qu'on parle avec des représentants. On essaie de tout le temps être actif. Là, on va engager une nouvelle personne en ressources humaines pour vraiment nous assister dans notre croissance. Donc, je pense que de mon côté, je vais tout le temps mettre les efforts qu'il faut pour assurer avoir une offre et demande qui est parfaite. Puis en ce moment, on a déjà beaucoup plus de clientèle qu'est-ce qu'on peut servir avec nos conseillers actuels. Donc, on est toujours vraiment en gros recrutement. 70% de notre force de vente doit être des conseillers en sécurité financière spécialisés en assurance. Puis après ça, le reste, nous, on les appelle les spécialistes. Les gens en placement, les gens en hypothèque, assurance collective. Donc, nos conseillers en sécurité financière, eux, font toutes les analyses des besoins auprès de la clientèle. Ils trouvent du data, ils trouvent des opportunités. Puis le but pour nous, c'est de rentabiliser le plus vite possible la clientèle avec des méthodologies qui sont nouvelles. Là, on est rendu avec une employée à temps plein juste pour scanner les clientèles qu'on achète. Ah oui. La dernière que je suis allé chercher en Beauce la semaine passée, je suis allé moi-même rencontrer le monsieur. J'ai profité pour aller un week-end avec ma conjointe puis ma fille dans le coin de Québec. Puis après ça, le lundi, je suis allé voir le courtier. Je pensais que ça allait rentrer dans mon camion. Mais après ça, le monsieur me dit, il y a 26 boîtes. Là, je suis là, OK. Fait que là, je suis allé me louer un camion U-Haul. Finalement, je suis allé rencontrer le vendeur avec le camion U-Haul. Puis j'ai ramené toute la clientèle. J'ai fait la transaction, le paiement chez le monsieur. Puis je suis parti avec mon habit, mon suit en U-Haul. J'ai transporté les boîtes, puis j'ai amené ça à mon centre de scannage. Donc là, on est rendu avec une unité de scannage qui fait ça à temps plein. Ben, c'est parfait, parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptation dans ton modèle. Tu sais, l'histoire que tu viens de décrire, c'est comme, tu arrives devant une situation où là, il dit 26 boîtes, t'es avec ta conjointe, ta fille. Bon, ben écoute, chérie, tu ramènes le camion, moi je m'en vais dans le U-Haul, puis tu débarques, mais t'as pas peur de remonter les manches, puis justement, tu sais, on enlève le suit, let's go, on met les boîtes, on chauffe le camion, puis on ramène ça au centre de scannage. Puis c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il peut pas tout planifier d'avance. Exactement. T'arrives dans une situation X, il faut que tu t'adaptes constamment. Sauf que ce que je trouve qui est intéressant, c'est que pour maintenir un pace de une clientèle achetée par semaine, un nouveau conseiller par semaine, tu n'as pas le choix de sortir des limites de ton MGA. Là, tu dois quand même déranger dans l'industrie, là, parce que je sais dans quel MGA tu te trouves en ce moment. Super de bons MGA, mais après ça, de venir prendre des gens d'autres MGA, les ramener, sortir les clientèles de là, les conseiller, c'est sûr qu'ils ne viennent pas tous du MGA présentement dans lequel tu es. Comment ça se passe au niveau relationnel avec les autres grands joueurs là, qui ont des ambitions similaires aux tiennes? Je pense que, premièrement, des ambitions comme la nôtre, je pense qu'on est dans un modèle qui est différent. À date, j'ai pas eu encore de coup de fil de compétiteurs MGA. Fait que ça veut dire que j'ai peut-être... Mais tu sais, rendu encore là, je trouverais ça drôle qu'un MGA m'appelle. Parce qu'ils font la même chose au final. Ils recrutent, oui. Tout le monde se recrute entre eux. Donc, rendu là, je pense qu'on est dans un marché qui est ouvert. C'est sûr que, au point que je suis rendu, je te dirais que c'est vrai que les jeunes conseillers doivent quitter d'un autre réseau. Ouais. Mais je pense que ça fait partie, tant qu'à avoir des fois un conseiller, que sa difficulté, c'est d'avoir des clients et qui n'est pas productif. Si on pense au bien du conseiller, on est peut-être mieux de le laisser aller dans une organisation qui va être plus d'opportunités de vente. Donc, je pense qu'il faut plus penser à l'intérêt de l'humain au lieu de penser à notre propre intérêt. Mais encore là, si quelqu'un veut m'appeler ou en parler, ça me fait plaisir. Je suis très parlable. Puis, non, exact. Mais c'est ça. Mais je comprends le point que tu veux dire. Mais c'est sûr qu'après ça, on veut une cadence qui est encore plus grande. Donc, c'est sûr qu'on va finir par... Parce que j'imagine que tu n'as pas eu le choix d'avoir la collaboration de ton MGA pour avoir un modèle qui est autant agressif que le tien. Zéro. Tu n'as pas eu besoin d'avoir leur appui auparavant, non? Tu as juste lancé, parfait. On gère tout par nous-mêmes. Non, numéro 1, ça. Ouais, on n'a pas de... Dans ce sens-là, c'est vraiment notre plan à nous. On n'a pas de... Il n'y a pas d'appartenance dans notre entreprise. On est indépendant. Donc, on avance vraiment d'une façon qui est... on a des gros objectifs. Puis là, comme je disais tantôt, la transition de modèle d'affaires, naturellement, ça a été c'est un gros changement. Mais c'est très, très motivant. Je suis content à chaque 2 semaines, quand c'est la rencontre d'équipe, voir des nouveaux visages, voir des nouvelles personnes qui s'introduisent. Ça me rend heureux de voir de la croissance.
Et est-ce qu'il y a eu de la résistance? Parce qu'un changement, c'est ce que ça crée. Tu sais, c'est une entreprise qui fonctionnait d'une certaine façon depuis quand même de nombreuses années. Est-ce qu'il y a eu une vague de... Non. Non? Non, pas de résistance. Je te dirais que tous mes associés, tous les gens de l'équipe, vraiment ont confiance dans ma vision. On a rentré quelqu'un. Je pense que le point qui a enclenché ça, c'est que en 2022, j'ai rentré un de mes associés dans multiples entreprises depuis des années. Puis c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Pascal Germain. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le domaine de la finance, mais c'est un entrepreneur à succès qui a vraiment un mindset qui est incroyable. Puis c'est vraiment moi puis lui qui a forgé le désir de la nouvelle vision de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment eu un impact considérable dans notre changement de modèle d'affaires. Je pense qu'en tant qu'ami, il voyait que j'étais à un point que j'avais peut-être plus la même motivation et drive que j'ai eu toute ma vie. Puis là, ensemble, on a pensé à des idées, quoi faire pour que je redevienne moi-même. De là, bien s'entourer, on le dit, là, d'avoir l'appui des bonnes personnes, de s'entourer de ces gens-là qui te propulsent. Puis toi, dans le fond, cet allié-là te permet d'asseoir finalement tes idées puis de dire, regardez, on va de l'avant, ça fonctionne. Ouais, ça a été vraiment, je pense, dans les deux côtés, les deux, on s'échange de la valeur puis on s'entraide sur peut-être des points qui peuvent être différents de chacun, mais c'est vraiment, il y a eu un grand impact dans la transition de l'entreprise. Puis aujourd'hui, je suis très heureux. Puis dans votre modèle, justement, tu parlais tantôt, là, il y a la possibilité d'être actionnaire de l'entreprise. Quel genre de stratégie vous utilisez pour que vous facilitez la vie, leur offrir une bonne façon d'avoir accès à ce capital action-là? Est-ce que c'est vraiment, ils achètent des actions du trésor de l'entreprise à chaque fois? Est-ce que vous avez des programmes d'options pour les employés, des ESOP qui ont été mis en place? Ça ressemble un peu à quoi la stratégie que vous utilisez pour ça? Dans le fond, la façon que ça fonctionne en ce moment, c'est qu'on émet des nouvelles actions tout simplement. Donc, on fait une stratégie de dilution. Au niveau de tous les programmes d'options, etc., ça devrait être mis en place au courant des prochains mois. On travaille certains projets en ce moment qui vont nous permettre d'avoir peut-être plus de facilité dans ce sens-là. Donc, actuellement, c'est vraiment toujours, à chaque fois qu'on va chercher des capitaux, personne de l'équipe vend des actions pour avoir de l'argent. Tout est toujours réinjecté dans l'entreprise à 100%. On a tout fait tu sais, dans le passé, naturellement, quand j'étais avec mes associés, on se versait des dividendes, on faisait plus d'argent en ce moment. Là, on a capé nos salaires. On a vraiment fait tout pour que l'argent reste dans l'entreprise pour, justement, que ce soit plus attrayant pour les investisseurs externes. Puis là, en ce moment, on travaille des belles possibilités. Il devrait y avoir prochainement des annonces qui vont être faites au niveau des investisseurs qui vont faire partie de notre groupe. Donc, on travaille fort. Notre but à nous, c'est vraiment d'être équitable avec tout le monde, donner des chances de pouvoir acheter des actions. Là, en ce moment, on a commencé justement un financement participatif sur FrontFunder. Donc ça, on l'a mis en ligne. On va commencer vraiment à faire... ça a été mis en ligne il y a 3 ou 4 jours. Puis là, on commence vraiment à en parler de plus en plus. Donc, on fait toutes sortes de méthodologies pour lever des capitaux. Puis pour les capitaux plus importants, c'est pas souvent l'argent qui nous intéresse le plus. C'est vraiment l'expérience des groupes d'investisseurs. Et quand tu dis groupe d'investisseurs, on parle de anges investisseurs, regroupement d'anges investisseurs. Est-ce que vous avez aussi des institutionnels dans vos... C'est ça qu'on travaille en ce moment. C'est sûr que ce serait peut-être pas... c'est pas au niveau, par exemple, qu'on pourrait penser gouvernemental, etc. Mais ça serait vraiment des grandes organisations du domaine de la finance. C'est surtout ça qu'on recherche. Des gens qui peuvent avoir une expertise à haut niveau dans nos objectifs. Fait que c'est pas juste l'argent qu'on recherche, c'est aussi... qu'on se rende à un certain point dans notre modèle d'affaires, mais juste le fait d'avoir acheté beaucoup de clientèle, on va finir par s'autofinancer principalement par nous-mêmes. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir de la qualité qui est avec nous dans l'équipe, puis des gens qui vont nous aider. Là, on a formé un conseil d'administration de notre entreprise. Donc, vraiment une super belle équipe. Ça ressemble à quoi la composition de ce conseil-là? C'est sûr que vous avez comme des fondateurs puis des partenaires de la business. Est-ce que vous avez aussi des membres indépendants? Avez-vous des sièges pour les investisseurs externes? Ça ressemble un peu à quoi? Principalement, on est seulement 2 personnes qui sont actionnaires de l'entreprise, qui font partie du conseil d'administration. Moi et Pascal. Puis tout le reste des autres personnes sont des gens qui sont externes. OK. Ouais, donc, externe, indépendant, rémunéré également. Oui, exactement.
Donc, ça, c'est beau, donc c'est beau à entendre. On veut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas un parti pris sur l'organisation. Puis par la suite, ça va être un meeting qui va se faire chaque mois, le conseil d'administration. Le conseil d'opération se fait à chaque 2 semaines. On est déjà presque d'une façon un peu au même principe qu'un conseil d'administration. À chaque fois, on a notre document Word qui est en ligne maintenant, mais tout ça pour dire qu'on met toutes vraiment nos discussions à parler, on met les notes, après ça, on crée un nouveau document à chaque fois. Ouais. Donc, on se crée vraiment une structure pour être en mesure vraiment que ça soit clair, c'est quoi l'évolution de nos tâches de chacun puis nos objectifs. T'en parlais un peu plus tôt des difficultés quand même du marché 2022-2023. On a commencé à avoir les effets, le revenu discrétionnaire qui n'est plus là, des gens. Est-ce que ça amène des défis, ça, dans l'évolution de votre entreprise, puis même, tu sais, pour aller chercher du financement et tout? C'est quoi les challenges ou le challenge auquel vous faites face présentement? C'est sûr qu'on est dans un contexte actuellement que lever des capitaux, c'est plus difficile que ça l'était avant. Mais parce que le coût d'opportunité, il est moins là. Tu sais, ce qui arrive, c'est que maintenant, je peux le placer en fonds d'obligation, laisser mon argent parquer là. J'ai pas une recherche comme investisseur du risque comme il y avait avant. Oui. Mais c'est sûr que dans notre modèle à nous, on est dans un modèle que c'est vraiment, quand les gens mettent des capitaux, c'est toujours contre des actions. Donc, ça va être vraiment plus pour des investisseurs qui vont avoir confiance à ma vision, la celle de mon équipe. Puis, moi, de mon côté, je me dis toujours que d'une façon ou d'une autre, je vais atteindre tous mes objectifs de financement. Donc, dans ma vie, j'ai toujours eu une tendance à avoir une vision positive, puis ça s'est avéré que la plupart du temps, je finis par réaliser qu'est-ce qui est à réaliser. Puis c'est pas en m'assisant sur ma chaise en me disant que les choses vont arriver, c'est que je mets les actions qu'il faut pour atteindre les objectifs. Mais oui, définitivement... Ça veut dire les actions qu'il faut, ça veut dire? Parler avec les bonnes personnes, faire des bons suivis. Là, de plus en plus, on va créer nous aussi notre présence web avec notre podcast. Donc, de se faire connaître. Des fois, on travaille dans malgré qu'on peut se faire connaître par l'industrie, mais encore là, si on ne commence pas à partager la bonne nouvelle dans des médias un peu comme vous, naturellement, je pense que c'est plus difficile de se faire connaître. C'est un peu pour ça qu'on a créé, nous aussi, notre podcast. Puis normalement, c'est plutôt moi qui interviewe les gens. Donc, c'est assez particulier de parler. Et que la part du temps, je fais juste poser des questions aux gens, puis je parle un petit peu. Mais je crois beaucoup à ce type de médias-là, vraiment, qu'on puisse peut-être plus s'entraider. Je trouve que beaucoup de gens aujourd'hui ont l'air tout le monde de travailler en compétition un contre l'autre. Moi, au contraire, je dirais, je serais ouvert à avoir des partenariats avec la plupart des entreprises. Moi, j'ai pas une vision qui me dit que je vais être le seul propriétaire de tout. Je pense pas que c'est la façon d'avancer. Ah, mais surtout que le plus grand compétiteur dans l'industrie, c'est pas l'autre compagnie d'assurance, c'est pas tel cabinet, tel autre MGA. C'est 40% des Canadiens qui n'en ont pas d'assurance. Ok, je pensais que tu allais dire les grandes institutions financières. Non, aucunement. Nous, chez Emma, les gens au début nous voyaient comme un disruptor, une compagnie qui allait vraiment comme brasser un peu la cage. Nous, au contraire, là, on est l'allié de l'industrie. Là. La dernière chose que je veux, c'est être en compétition avec une institution parce qu'ils sont tout le temps mes partenaires. Ouais. On distribue leurs produits, on co-développe des produits avec eux, on est dans des... Je sais pas combien d'NDA en ce moment qui ont été signés parce qu'on travaille plein de projets avec eux. Parce que ce qu'on veut, c'est collaborer avec l'industrie. Mm-hmm. Mon adversaire à moi, c'est de 40% des Canadiens qui n'en ont pas d'assurance. C'est ça mon adversaire. Après ça, la tarte est tellement grande. Ouais. Tout le monde va être la panse bien remplie à la fin, va avoir du fun, puis va avoir accompli quelque chose de grand. Mais il faut travailler ensemble pour le faire. Je suis d'accord, je pense exactement la même chose, d'essayer plus de s'encourager, puis d'arrêter de travailler individuellement tout de notre côté. Puis moi, je suis toujours ouvert à tout type de partenariats possibles, quand ça peut être intéressant. Tu sais, l'important dans une transaction, moi, je pense, c'est que tout le monde en ressorte gagnant. 100%. Donc, j'apporte toujours cette vision-là dans les acquisitions, dans les embauches que je fais, puis ça fait la différence à la fin. Puis moi, toujours parler avec le cœur. De mon côté, si j'ai quelque chose que je vais toujours parler d'une façon franche et directe pour qu'il n'y ait jamais d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Moi, j'aime pas qu'une personne plus tard dise « Ah, t'avais pas dit telle info ». Je travaille en conséquence que ça n'arrive jamais. J'ai jamais personne qui me dit « Tu m'avais pas dit telle info », etc. Pour moi, l'intégrité, c'est ultra important. Y a-tu des gens qui trouvent ça un peu abrasif, là, de se faire dire la vérité, puis d'être, quand on est direct, des fois, parce que je suis un peu comme ça aussi, là, ça m'arrive, qu'il y a des gens qui vont trouver ça un peu plus difficile.
de se faire parler comme ça. Est-ce que toi, ça a déjà été un défi, puis comment tu l'as géré, ce défi-là? Je pense que de la façon que je vais l'apporter, normalement, je suis assez calme, puis je vais être direct, puis la personne, elle n'arrivera pas dans un état d'esprit peut-être à... Je ressens attaqué, là. Ouais, la plupart du temps, je vais essayer de bien réfléchir à mes mots et dire les bons points à la personne pour pas essayer... J'aime pas les confrontations non plus. Je suis quelqu'un qui déteste la confrontation, fait que je fais tout pour pas en avoir. Donc, j'essaie d'être vraiment dans une ambiance qui est... puis de travailler avec des gens aussi qui sont inspirants, qui sont fun, comme tu as rencontré aujourd'hui, ou vous rencontrez, c'était la première fois. Puis moi, ça me motive vraiment quand je vois des entrepreneurs qui ont du succès puis qui avancent un projet à ce niveau-là. Pour moi, je suis très, très, très content de voir ça. Là. Des fois, on dirait qu'au Québec, il y a beaucoup de gens, des fois, qui peuvent avoir une jalousie d'un certain succès. Mais je pense que c'est pas une bonne façon de voir les choses. On devrait être plus content pour les gens qui ont mis des risques, qui ont sorti de leur zone de confort, qui ont fait des choix difficiles. Pour vous, j'imagine que ça a été beaucoup de capitaux qui est investi. Il y a eu beaucoup de réticences. Fait que, on l'a pas jamais facile au final. Ben, ce qui arrive, c'est que... de voir ça comme tout rose aussi. Oui, mais il faut des gens qui aient tracé le chemin aussi avant. Tu sais, c'est impossible pour nous de faire ce qu'on fait avec Emma s'il n'y a pas des assureurs québécois qui ont eu du succès dans les 100 dernières années. C'est impossible de faire ce qu'on fait si ça n'existe pas. Parce que là, tu sais, il y a déjà une dualité là, francophone, anglophone au Canada, puis on dit il y a le Québec, puis il y a le rock, Rest of Canada. Ça existe pour vrai. Tu sais, moi, les gens avec qui j'ai le plus de difficultés souvent à connecter en premier lieu, c'est les gens de Toronto. Puis pourtant, les gens de New York, Silicon Valley, aux États-Unis, Dallas, avec qui je parle, aucun enjeu. À la limite, ils sont contents. Bonjour, je parle un peu le français, puis ils aiment ça. Mais les gens de Toronto, s'ils vont me demander, est-ce qu'il y a des gens qui parlent anglophone, langue natale dans ta business, ou c'est juste des gens bilingues? Tu sais, ça peut être offensant comme type de commentaire. Mais s'il n'y a pas des compagnies d'assurance de renom, tu sais, des IA groupes financiers, tu sais, des Sun Life qui ont longtemps un siège social qui était au Québec, des compagnies comme Humania, comme UV, ces compagnies-là, La Capitale, SSQ, tu sais, il y en a tellement qui ont tracé le chemin. Ça a été des compagnies qui ont eu des grands succès. Mais quand on arrive avec un projet innovant, ben moi, ça me fait des partenaires dans ma cour avec qui je peux collaborer. Une fois que je collabore avec eux, ben, c'est facile d'aller exporter mon modèle d'affaires ailleurs. Il a été prouvé à quelque part. Mais tu as besoin de ces entrepreneurs-là, de ces bâtisseurs-là qui ont tracé le chemin avant. Puis on parle du domaine de l'assurance, mais prendre l'entrepreneuriat juste à la base, s'il n'y a aucun Québécois, back in the days, il y a 400 ans, qui ont mené à terme des projets entrepreneuriales, il n'y a juste pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de culture d'entrepreneuriat au Québec. Fait que c'est grâce à eux qu'on est capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Puis le chemin que je fais, ça peut inspirer des conseillers qui écoutent le podcast à faire les choses différemment. Allez-y, contactez-moi sur LinkedIn, ça me fait plaisir de prendre un café avec vous pour parler des défis. Puis jamais je vais vous dire, puis vous décourager que c'est impossible. Je me suis tellement fait dire souvent que c'était impossible. Je me suis fait recommander, engage-toi un adjoint comme tout le monde, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que tu fais en ligne? Il n'y a jamais personne qui va gagner sa vie dans le domaine derrière un ordinateur. Tous ces commentaires-là, je les ai entendus. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que les gens qui m'ont fait ces commentaires-là, quelques mois après, des années après, sont venus investir dans le business. Parce qu'on faisait les choses différemment, puis on n'a pas lâché. Mais tous ces détracteurs-là, il y avait une raison pourquoi ils étaient détracteurs. Fait que moi, quand j'ai un commentaire d'un détracteur, c'est « OK, parfait. Maintenant que je comprends que ça ne marchera pas, puis que tu n'aimes pas mon modèle, qu'est-ce que tu n'aimes pas précisément? Ça me permet de travailler sur le modèle, le renforcer, puis sais-tu quoi? Il avait raison. Mon modèle n'était pas bon. Il fallait qu'il évolue, il fallait qu'il change, il fallait qu'il s'adapte. Mais si j'ai pas l'écoute de prendre leurs commentaires, ben possiblement que je suis pas ici aujourd'hui en train de parler. Fait que c'est ça qui est intéressant de collaborer avec les gens, même si tu peux te sentir un peu attaqué parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Il y a une grande vérité là-dedans. Tu n'es pas au niveau. Comment tu t'ajustes pour devenir au niveau? C'est ça qui est intéressant. Ouais, regarde, exactement qu'est-ce que tu dis. C'est un bon point à prendre en compte. J'ai eu une situation qui était pareille dernièrement. Puis normalement, je suis tout le temps quelqu'un qui va avoir ultra de calme. Mais venant de cette personne-là, ça m'a un peu touché. Parce que moi, je croyais que la personne aurait eu plus de motivation dans mon modèle d'affaires. Puis finalement, c'est très rare que je suis comme ça, mais j'ai eu un moment que, au lieu de plus questionner, ben à la fin, j'ai juste dit à la personne que je vais venir la revoir dans plusieurs années, quand je vais avoir fait 10 à 20 fois mon chiffre d'affaires actuel. Fait que c'est rare, je suis jamais comme ça, mais
je pense que ça m'est arrivé. Puis, venir te chercher une place qui ouais. faisait mal, tu sais, c'est peut-être sûrement quelqu'un, là, je connais pas la personne. Quelqu'un de haute, vraiment. Que pour tu moi. look up to, là. C'est quelqu'un que tu avais des aspirations envers, mais ça arrive, ces choses-là. Puis, c'est correct qu'à ce point-là, sérieusement, quand on a fini l'appel, ça m'a drivé fois 1000. On dirait que ça m'a juste au contraire encore plus motivé. Fait que c'est un peu... Ça a allumé le feu. Là. Mais sur le coup, c'est sûr que c'était comme un point qui était plus... mais j'aime le point que tu poses les questions dans ce sens-là. Parce que moi, de mon côté, j'ai plus agi en fermant une porte. Puis c'est pas une attitude... c'est pas une attitude que je recommanderais au public d'avoir. C'est rare que j'ai des moments que je finis par m'emparer de mes propres émotions. Normalement, c'est pas ma personne. Je suis un peu comme très, très droit. Mais des fois, ça arrive qu'on a des moments avec rétrospective qu'on se dit, on est humain, là. On a des bébites émotives. Fait qu'à un moment donné, tu vas snapper. Moi, la seule chose que, si tu me permets un conseil non sollicité, rappelle-la. Parle avec humilité de comment tu t'es senti, la réponse que tu as donnée, puis d'où ça venait. Ça demande tellement beaucoup d'efforts de faire ça. Ça va être reconnu. Ça va devenir un de tes meilleurs alliés. Mais je pense que cet appel-là va arriver seulement avec... j'attends encore un peu... On va lui enlever le podcast à un certain moment. Là. C'est ça, exact. Un jour, c'est sûr que ça va... Les discussions, j'espère qu'ils vont reprendre. Mais pour l'instant, j'ai tout à démontrer. Puis j'ai confiance à 1000% dans ma mission que je fais en ce moment. Fait que ça va arriver, mais des fois, ça démontre juste qu'on est un humain. Puis, mais j'ai aimé beaucoup ta réflexion. Je pense que des fois, les gens qui nous écoutent devraient des fois peut-être réfléchir 2 fois puis demander à la personne pourquoi ils sont un peu contre ou qui sont pas aussi motivés qu'on l'est de notre idée. Mais ça, c'est un super bon heads-up. Tu sais, moi, je dis ça aujourd'hui, puis j'ai l'air bien intéressant, puis ça a l'air sonne intelligent, parce qu'en plus, quelque part, tu me donnes un peu de crédit, mais j'ai jamais été comme ça avant. Là, il y a un cheminement avant de devenir comme ça, puis je suis convaincu que dans 5 ans, dans 10 ans, on s'assoit les 3 ensemble, puis on écoute le podcast. Je pense un peu différemment aujourd'hui, parce que notre mentalité évolue, puis il faut se permettre ça. C'est là apprendre de ses erreurs, apprendre de ses bons coups. Ça vient de là. Il y a des leçons dans tout ce qu'on fait, tout le temps. C'est l'évolution, je pense. À chaque jour, on doit essayer. Moi, je me dis dans que ce soit mon entreprise ou moi en tant qu'individu, chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Puis, dans notre entreprise, on est comme, OK, on va changer ça. Je pense qu'il n'y a pas une journée dans mon entreprise qu'on ne fait pas des optimisations. Eric, mon associé, qui est maintenant en opération, il travaille extrêmement fort pour que l'entreprise soit vraiment, qu'elle puisse scaler le plus possible. Là, on est rendu avec un chef de technologie, un chef de marketing, on a engagé un chef de conformité. Donc, là, on est rendu vraiment qu'on engage toutes les têtes fortes dans l'entreprise. Pour avoir un modèle, à cause que en ce moment, c'est beau à une trentaine de personnes, mais dans pas long, on va être 100, 200. Donc, la structure est tellement importante pour scaler. Non, t'as pas le choix, parce que sinon, c'est bâtir un peu comme la tour de Pise. Ça va finir par cambrer, ça va finir par tomber, puis là, ton modèle s'écroule. Puis il y a tellement d'entreprises à qui c'est arrivé. Souvent, on dit qu'il y a 2 grandes raisons pourquoi les entreprises vont échouer. La première est la plus fréquente, mauvaise gestion des cash flows. Les gens ne savent pas gérer leur argent. Ils sont capables de gérer leur argent personnel, mais gérer les cash flows d'une entreprise, tu penses toujours 24 mois d'avance. Tu n'as pas le choix. Fait que tu peux pas prendre une décision aujourd'hui sans mesurer l'impact dans 24 mois, parce que ça se peut que tu arrives short dans 24 mois si tu n'as pas pensé. Puis des fois, les conséquences d'une action, d'un commentaire, d'un deal que tu as closé, même tu as gagné le deal, va te coûter cher tantôt. Fait qu'il faut tout le temps que tu penses à ça. Fait que ça demande un effort mental qui est élevé. Fait que gestion des cash flows, ça c'est important. Quand tu es tout seul à le faire, puis c'est tout petit, ta business, c'est pas si pire. Quand ça devient grand, tu peux pas être un expert des technos, tu peux pas être un expert de la conformité, un expert du financement, un expert de trouver des clientèles à acheter, trouver des nouveaux conseillers, tu peux pas tout faire, c'est impossible. Fait qu'il faut que tu t'entoures. La deuxième raison que les entreprises à succès, dans ce cas-ci, échouent, ils ont pris une bouchée trop grande. Tu prends une bouchée trop grande, pourquoi? Parce que tu n'étais pas entouré, tu n'avais pas un bon conseil stratégique. Parce que tu peux avoir un conseil stratégique, mais des gens que tu as tellement un ascendant sur eux que ça devient des yes men, des yes women. C'est pas ça que tu as besoin. Non. Tu as besoin de gens qui vont venir te challenger, que tu reconnais leur expertise, que tu veux entendre leur opinion, puis des fois, ça va être complètement l'encontre de ce que tu ferais. Puis il faut que tu aies l'humilité de dire « j'ai tort, on va suivre votre plan ». L'ego, en plus, l'entrepreneuriat, on est des êtres humains remplis d'ego. Fait que là, d'être capable de tone down ça et devenir un chef d'entreprise, ça, c'est un autre paire de manches. Puis c'est pas un long fleuve tranquille, là, parce que
Des fois, il va se passer des journées où tu as ton conseil, puis tout le monde était contre toi, ton idée. Puis là, toi, t'étais... Quand tu t'es réveillé le matin, là, crinqué, là, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, puis tout le monde n'est pas d'accord. Fait que là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas d'accord? Là, ils ont peut-être raison, mais des fois, peut-être qu'ils ont tort. Fait que là, toi, tu rentres chez vous, puis là, tu regardes ton poids en actionnariat, puis en termes de vote sur ton conseil d'administration, tu dis « Je le fais pareil ». Des fois, tu as raison, mais des fois, souvent, tu as tort. C'est tous des gens intelligents, puis que tu reconnais leur expertise. Fait qu'il faut que tu aies la décence de reconnaître leur expertise, de écouter leurs décisions, puis aller dans cette direction-là. Puis si jamais ils ont tort, il faut aussi que tu sois capable de leur dire « Je vous l'avais dit, que mon idée c'était la bonne, il faut jamais que tu fasses ça. Jamais, jamais, jamais. » Fait que bon, mais parfait. Maintenant qu'on connaît cette information-là, qu'il y a une nouvelle information, on l'a testé, le plan, comment qu'on s'adapte, s'en est dans l'autre direction. Puis si jamais, ensemble, tout le monde choisit l'idée que tu avais mentionnée il y a 6 mois, c'était pas ton idée que maintenant est choisie, c'est l'idée du groupe. Mais là, tout le monde, avec l'information qu'on a la maturité d'aller dans cette direction-là. Mais ça, c'est une autre des raisons pourquoi le monde échoue. Ils n'écoutent pas, prennent des bouchées trop grandes, avancent trop rapidement. Puis là, ça monte, pas de structure, la tour va tomber, puis il n'y a plus rien qui marche. Tu sais, il y en a plein des histoires de business comme ça. C'est surtout dans le monde des startups, le monde de la technologie, des business qui valent 1 milliard. Qui, après, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Là, inflation, crise économique, taux d'intérêt, la bourse qui collapse. Ces compagnies-là, ils valent quasiment plus rien. Les employés ont quitté. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ben, ça, c'est prendre une bouchée qui est trop grande. mais comment tu fais pour un chef d'entreprise, entrepreneur, qui n'a jamais atteint ce niveau-là, à constamment prendre les bonnes décisions? Il n'y en a pas de bonne réponse. À part essayer de t'entourer. Puis je pense aussi, des fois, cette cadre d'agir, quand même, prendre des décisions qui sont quand même, tu sais, un bon CEO, généralement, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre des bonnes décisions rapides, éclairées, puis être capable d'avancer. C'est sûr que plus qu'on avance dans un modèle qu'on est avec un conseil d'administration, ben, mon premier meeting va commencer bientôt, fait qu'on on va voir comment que tous ces gens-là externes pensent de ma vision des choses. Fait que ça va changer un peu. Tu sais, en ce moment, ben, c'est comme je suis le capitaine du bateau. Si je vais à gauche, on va à gauche, à droite, à droite. Là, c'est sûr que les choses vont changer. Un conseil là, qui va décider quelle direction qu'on va, ainsi de suite. Puis ça va être plus nuancé, parce que c'est ça que tu veux. C'est des décisions qui sont nuancées. J'ai eu la chance, moi, là, d'avoir un appel qui était organisé par l'Université Laval. C'était avec les entrepreneurs qui étaient inspirants puis qui avaient du succès. Fait que, bon, ils m'ont mis dans cette catégorie-là, puis je suis bien content. Là. Je suis pas en train de me flatter l'ego. Mais j'ai eu la chance d'avoir un appel avec André Desmarais, de la famille Desmarais. OK. Puis, moi, la question que j'avais pour André, j'arrivais un peu dans le même moment que toi. J'ai un conseil d'administration qui s'en vient. Comment je fais pour rendre mon conseil d'administration efficient pour en tirer le maximum de valeur? Il a fait, bonne question. Peu de gens posent cette question-là parce que les gens disent, je comprends c'est quoi être un entrepreneur. Tu sais, les 3 fameux rôles, là, définir une vision, recruter les bonnes ressources, puis avoir tout le temps, gérer les stakeholders. Fait que ce soit les investisseurs, les employés, le public. C'est un peu les 3 grands rôles. Mais comment tu fais pour maximiser ton conseil d'administration? Ça, c'est un peu le rôle obscur que le CEO va avoir, puis l'entrepreneur qui est dans cette position-là. Comment tu fais pour le maximiser? Son conseil était tellement bon. Il m'a dit, tout le monde passe 70% du temps à faire du reporting. Les gens, là, si tu veux qu'ils lisent une feuille de papier puis un deck, savoir tes résultats financiers, ça les intéresse un peu. Puis quelle valeur que toi, tu vas en tirer de, ben oui, ton chiffre, c'est 10 millions. Félicitations. Tu n'en retires aucune valeur de ça. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est 20% de ton meeting, c'est du reporting. Parce que comment tu veux prendre des bonnes décisions si tu n'as pas le report sur la situation actuelle de la business, puis où on est rendu aujourd'hui, mettons en Q2 2023. Il faut que tu leur dises l'information. Une fois qu'ils ont cette information-là, 70% de ta rencontre, c'est les sujets stratégiques. Fait que là, tu en choisis 2, 3 maximum. Puis tu fais, dans ces sujets-là, l'état de la situation, voici ce que nous, on a observé. Voici les démarches qu'on a fait pour aller chercher l'information. Voici les questions qu'on a pour vous. That's it. Tu fais ça 2-3 fois pour tes sujets. Puis là, ça va créer un climat de conversation. Puis là, tu as ton expert sur le board que tu as choisi parce que c'est une excellente entrepreneur, présidente pour le marketing. Puis là, elle va te donner son point de vue. Honest, unbiased. Parce que tu n'as pas dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire. Tu as juste fait un état de la situation, puis tu as posé tes questions pour eux. Après ça, ton 10% de ton meeting qui te reste à la fin, c'est what's next. C'est quoi les action items? À chaque fois qu'on fait une rencontre avec un client comme conseiller en sécurité financière, tu n'as jamais ton client partir sans fixer la prochaine rencontre, sans fixer un plan d'action, c'est quoi la prochaine étape? Jamais. Sinon, le client,
Le monde va procrastiner, il va pas te rappeler. Là. Faut qu'ils prennent le lead dans tout ça, mais c'est la même chose avec un conseil d'administration. Fait que là, en fonction des conversations, parfait. Fait que là, moi, j'ai besoin d'aller vous chercher de l'information sur combien de conseillers ont des clientèles à vendre en ce moment. C'est quoi la taille du marché au Québec? Ah, vous m'avez parlé de l'expansion en Ontario. Ben, je vous reviens avec mon plan d'action sur 90 jours pour l'expansion en Ontario. Fait que là, tu arrives avec tes action items. Après ça, il faut que tu actes accordingly avec ces action items-là rapidement. Pas 3 mois après. 3 mois, c'est le prochain conseil. Tu es déjà en retard. Comment tu es capable, en dedans de 15-30 jours, revenir avec toute l'information à ton CA, avec les action items, les choses que tu as fait pour être capable de driver la business dans le bon sens. Ça, quand tu fais ça à répétition, ce que André disait, ton conseil d'administration gagne en confiance. Puis là, on n'est plus dans des questions de comme, est-ce-tu le bon président? Est-ce-tu la bonne équipe? Est-ce que la vision, elle y croit? Ils ont tout embarqué. Puis ils ont tous mis leur grain de sel. Fait que tout le monde a l'impression qu'ils ont mis du sien. Fait que ce que tu veux, c'est du blood and sweat dans ton conseil. Tu veux que les gens s'impliquent, ben, il faut qu'ils créent un climat qui ont le goût de s'impliquer. Fait que comment tirer la valeur de ton conseil? C'est la structure qui nous a recommandé. Moi, je l'applique religieusement depuis le début. La valeur que j'en ai tirée de ça, c'est épouvantable. Mais genre, moi, je serais qui comme jeune entrepreneur originaire du nord du Québec, l'Abitibi, qui a 17 ans et déménagé à Québec, de contester une recommandation qui vient de la famille Desmarais, une des familles entrepreneuriales les plus successful au monde, qui vient du Québec? Je suis pas la bonne personne pour le contester. Moi, je vais juste appliquer ce qu'il me dit, puis à date, ça m'a servi grandement. Wow. C'est un beau... Ça a été, j'imagine, une super belle conversation que tu as eue avec lui. Là. Ça devait être ouais, bon, on était inspirant. 4-5 entrepreneurs, tout le monde posait ses questions, puis là, tu voyais le point de vue un peu de tout le monde, mais tu avais vraiment comme le 40-50 ans d'expérience, puis ils ont des business complexes à gérer. Là. Fait qu'eux, ils gèrent des enjeux que ça, je serais complètement fou de penser que je vais un jour toucher à ce genre d'enjeux-là qu'eux, ils ont. Mais comment bénéficier de ces conseils-là, c'était incroyable. J'ai l'impression que vous allez vous reparler, les gars, dans un avenir proche. Ça me ferait plaisir, oui. Oui. Je pense qu'on a des points en commun. Mm-hmm. Certainement, plusieurs. Puis en terminant, parce que là, je veux qu'on revienne vers nos conseillers, conseillères, ceux qui débutent. Si on revenait là, à quand tu avais 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Quel serait le meilleur conseil sur lequel on pourrait se laisser aujourd'hui? Moi, je pense qu'un des points que j'ai beaucoup appliqué dans ma vie, qui a eu une grande partie, je pense, de mon succès, c'est ma force de faire mes suivis puis être efficace. Donc, je pense que ça a été vraiment... Moi, j'étais le genre de personne que tout le monde disait ça n'a aucun sens comment que Louis-Xavier abandonne jamais. De mon côté, j'ai déjà eu des clients que j'ai appelés 50, 100 fois. C'est sûr que ce hustle-là est fini depuis quelques années, mais quand j'étais un jeune conseiller, ben, tant et si longtemps que j'avais pas un nom, ben, je continuais à appeler le client potentiel. Donc, de mon côté, même encore aujourd'hui, ben, chaque fois que je parle avec un prospect, ben, mes notes sont inscrites, mes suivis sont faits. Comme tu mentionnais également, de mon côté, ben, c'est toujours avoir une autre action qui est prévue. Donc, toujours avoir un second rendez-vous qui est prévu. Ce matin, je parlais avec un vendeur de clientèle. Là, j'ai envoyé le contrat, puis l'offre d'achat. Puis j'ai déjà cédulé un autre rendez-vous dans 2 semaines pour qu'on regarde s'il y a des questions sur le contrat. Donc, pour moi, c'est toujours important, vraiment, les suivis, avoir de la constance, toujours continuer vraiment à faire le maximum, puis surtout toujours se céduler des prochains événements. Ça fait toute la différence. Je pense que c'est des conseils pour n'importe quel conseiller. Des fois, les gens ont tendance à abandonner un peu trop vite. Puis finalement, ça prend combien de temps à faire un appel? Ça prend 1 à 2 minutes. Fait que si finalement tu penses que ça t'a pris... C'est un peu extrême comment que j'étais à l'époque. Mais au final, ça m'est déjà arrivé que j'ai eu des gros clients que maintenant on dit que c'était juste pas le bon moment. Puis ça a fini par être un bon moment. Puis ils m'ont dit oui. Fait que je pense qu'il faut juste pas abandonner. Croire en nous. Essayer le plus possible de rester informé. Faire de la formation. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une plus grande importance. On n'est plus juste des vendeurs d'assurance. Aujourd'hui, il faut plus avoir une approche complète des besoins du client, puis spécialiser dans l'ensemble des services, ou faire des partenariats, ou joindre une équipe qui te permet d'avoir les expertises dans tous les domaines. Mais tu sais, c'est drôle que tu dis, genre, je suis plus comme ça à l'époque, tu sais, 50 relances pour un client, mais moi, j'étais un peu comme ça, puis j'ai un de mes mentors qui s'appelait Yolan. Fait que ça te donne une idée du nombre d'années d'expérience qu'il y avait dans le domaine. Yolan, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y a jamais personne qui me refusait un rendez-vous après 8 tentatives. Fait que là, j'étais comme, 8 tentatives, c'est quand même
2 mains. Je veux dire, je suis capable de compter jusqu'à 8, ça se fait vite, 8 tentatives. Puis une tentative, ça prend combien de temps? T'sais, comme tu dis, 1 à 2 minutes, 5 minutes, c'est un peu de conversation. Puis là, t'es comme, mais si tu fais juste demander un rendez-vous à chaque fois, il va te trouver fatigant. Il va dire, non, regarde, arrête de m'appeler, je vais bloquer ton numéro, je veux plus rien savoir. Mais il dit, comment tu rends ça intéressant? Il dit, tu prends ta liste d'appels. Puis là, lui, il était en mode papier. Il dit, tu sors des marqueurs, des couleurs, un système de gommettes, ce que tu veux. Puis parle de ton principe de relance à ton client. Moi, j'ai 3 couleurs. J'ai vert, on a réussi à avoir un rendez-vous ensemble. J'ai jaune, je te relance dans 30 jours. Puis j'ai noir, je te barre la liste, je vois plus les infos. Fait que là, quand je vais te rappeler là, dans 30 jours, là, on va quand même rendre ça un peu sympathique. On va être le fun, on va avoir du fun. Je te connais maintenant, tu t'appelles Mario, tu travailles au IGA. Il y a moyen de rendre ça le fun, d'être à l'écoute de ses besoins. Fait que chaque fois que tu fais une relance, comme, hey, ma fameuse relance habituelle, ça fait 30 jours, comment ça va aujourd'hui, comment s'est passé ton dernier mois, rends ça le fun. Parce que si tu fais juste faire des relances non-stop, là, c'est un peu agressant, puis ça va être tannant. Mais quand tu rends ça le fun, ça devient un jeu avec tes prospects. Même s'ils n'ont pas encore accepté de prendre un rendez-vous avec toi, ils n'ont pas encore acheté, tu développes une relation. Le jour qu'ils acceptent de te rencontrer, t'en connais déjà plein de choses sur eux. Ouais, c'était le même principe, moi aussi, avec tous les gens. J'avais toujours une ambiance qui était... Oui, j'ai appelé plusieurs fois, mais quand je parlais avec la personne, il n'y avait pas de pression. C'était de parler avec les gens. Puis j'ai remarqué aussi, un autre conseil que je pense qui est important, c'est... Je pense que c'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles et une bouche. On devrait arrêter des fois juste d'avoir un monologue, poser plus de questions pour mieux comprendre le client. Puis après ça, revenir avec des propositions qui vont être en fonction vraiment des informations que le client va nous avoir partagées. Fait qu'être plus à l'écoute. Je pense que c'est un point qui... on est tous des clients de quelqu'un, en quelque sorte, en tant que conseiller. Quel genre de service que tu aimes avoir? Un professionnel que tu vas voir, mettons, chez Club Piscine, qui te vend la piscine qu'il a vendue au gars juste avant toi, sans t'avoir posé aucune question, avoir écouté les besoins, que ça ne respecte pas les dimensions de ta cour, qu'il n'y a pas les garde-fous parce que toi, tu as des jeunes enfants, etc. Name it. Tu te sens comment comme client? Tu te sens pas respecté. Tu te sens comme juste un numéro, un chèque de commission. Tu te sens pas comme tu devrais te sentir. Applique, c'est un peu Jésus le disait, là, je suis pas un évangéliste, mais tu sais... Hey, c'est la première fois que je prends une citation de Jésus sur le podcast. Fais aux autres ce que tu aimerais te faire faire. C'est vrai dans tout ça. Ouais, si les gens... C'est un peu une parenthèse dans ce sens-là, mais si les gens feraient juste écouter plus les bonnes notions de la Bible, etc., c'est pas pour rien que ça avait été mentionné. C'était juste pour avoir un univers qui est peut-être plus en paix. Allons en paix. Allons en paix là-dessus, je pense que ça clôt le podcast. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci.